Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, je reçois Fanny au micro de Sans Tabou, une maman célibataire qui se bat au quotidien pour le bien-être de son fils. Elle découvre assez tardivement que le comportement de son enfant est atypique. Pendant des années, elle s'est demandé si cela ne venait pas d'elle, voire de l'éducation qu'elle lui donnait. Mais après de multiples recherches et combats, elle finit par comprendre. Son enfant est atteint d'autisme, mais pas n'importe lequel, Asperger. Le verdict est tombé, un nom est enfin associé au comportement de son fils. C'est à la fois une délivrance, mais également un nouveau stress qui s'installe pour la jeune maman. Qu'est-ce que l'autisme Asperger ? Comment le gère-t-on au quotidien ? Quels en sont les symptômes ? Quelles sont les aides vers lesquelles se tourner ? Les attitudes à avoir face à un enfant atteint d'autisme Asperger. Pour connaître les réponses à ces questions, je vous laisse écouter son témoignage. Est-ce que tu souhaites te présenter déjà un petit peu ? Ok. Du coup, je m'appelle Fanny, j'ai un enfant de 8 ans, c'est un petit garçon. Et je vis seule avec lui depuis 4 ou 5 ans. Très bien, parfait, bonne présentation. Comment et à quel âge as-tu remarqué cet autisme, donc Asperger, chez ton enfant ? Alors, le diagnostic, il a quelques semaines seulement. Pour ce qui est d'avoir remarqué, finalement, jamais. J'ai jamais remarqué de moi-même qu'on était sur de l'Asperger. Mais par contre, j'ai remarqué des particularités de l'atypie à partir de 18 mois à peu près. Sachant qu'avec le recul, maintenant que j'ai eu le diagnostic, c'est finalement depuis la naissance que j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je pense que le diagnostic, il fait que révéler tout plein de moments, des attitudes où on se dit « ok, c'était ça ». Sinon, j'avais jamais mis le doigt de moi-même sur l'Asperger. Oui, mais sur l'Asperger, parce que c'est quand même précis, mais tu voyais quand même quelque chose... En fait, Ou non, pas du tout, si, alors justement, ouais, moi pour ce qui est du côté atypique de mon fils, je pense que je m'en suis rendu compte assez vite, au bout de quelques mois. Et j'ai vécu vraiment à partir de 18 mois ou 2 ans. Là, j'ai vécu de plein fouet sur le côté, sur ses émotions, surtout. C'était surtout ça au départ, où je sentais qu'il y avait quelque chose, on va dire, de plus fort, d'inhabituel, de très violent aussi. Et c'est petit à petit, en fait, au fur et à mesure où il a grandi, les interactions sociales qu'il a pu avoir, le comportement qu'il avait avec moi, qui ont révélé du coup quelque chose qui est difficile à décrire là maintenant, mais où on se dit c'est trop en fait. C'est la notion de trop, de se dire c'est trop fort, les colères sont trop fortes, tout est plus intense, tout est plus compliqué. Mais ça a été vraiment difficile finalement de comprendre. Parce que à côté de ça, quand on en parle aux gens, ils nous disent oui, nous aussi, on a des enfants, c'est difficile, c'est sûr, avoir un enfant, c'est pas simple. On se retrouve dans une situation où on sent qu'il y a quelque chose qui est anormal, quelque chose qui est compliqué, et en même temps, on n'est pas vraiment écouté ni compris. On ne sait pas comment ça se passe ailleurs, et donc on reste dans le flou. Il peut se passer un long moment comme ça, on est dans le flou, on a juste l'impression qu'on est nous. Que pour nous c'est plus compliqué, que moi en tant que mère j'étais plus mauvaise que les autres. T'as l'impression que c'était de ta faute ? J'avais l'impression que c'était de ma faute peut-être en ayant été trop laxiste ou en ayant été trop bienveillante. Ça peut paraître bizarre, mais à la base moi mon fils j'ai voulu l'élever vraiment dans la bienveillance depuis la naissance.
avec ce qu'on appelle le maternage proximal aussi, donc le portage en écharpe, le cododo, etc. Et en fait, la bienveillance, elle n'est pas toujours bien vue par rapport... les autres parents sont dans des schémas assez ancrés encore d'éducation, avec justement un enfant qui dérive, il faut lui mettre une fessée, etc. Donc moi, je me sentais assez jugée sur mon éducation bienveillante, et donc je pouvais parfois remettre ça en question, justement. Est-ce que je ne suis pas assez fâchée ? Est-ce que j'ai pas été assez dure avec lui ? Là-dessus, oui, je me sentais assez coupable, moi, pendant plusieurs années. C'était compliqué pour moi de réussir à m'en sortir avec lui. J'avais l'impression que je comprenais pas trop pourquoi c'est autant conflictuel, pourquoi il s'énerve aussi fort, pourquoi il s'en prend à moi, pourquoi il est violent, et en même temps, moi, pourquoi je m'énerve aussi vite, pourquoi je craque, pourquoi je suis plus fatiguée que les autres, pourquoi... Tout ça, c'est compliqué de... Là, pour le coup, je savais pas d'où ça venait. Donc, je remettais en question ma façon de faire moi. Et en me disant peut-être que j'ai un enfant qui est caractériel, un enfant qui est difficile. Et en même temps, avec son père, quand on s'est séparés, il avait Mais c'est ce que 3 j'allais dire, ans. parce que tu dis toi, C'est ça. mais parce que justement, c'était plus toi, quoi, du coup. En fait, depuis la naissance, c'était moi. Depuis la grossesse, c'était moi. J'étais toute seule. On va pas dire toute seule, parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent réellement seules avec un enfant. C'est encore autre chose. Bon, c'est pas vrai, j'étais pas complètement toute seule, mais c'était vraiment proche, c'était tout comme. Quand on s'est séparés, mon fils devait avoir 3 ans, et à aucun moment j'ai eu l'impression d'être soutenue à ce niveau-là, donc pour moi, voilà, c'était une éducation que je faisais seule, en tout cas à 90% du temps, que ce soit du temps, des finances, etc. Donc on était dans un huis clos et ça venait rajouter quelque chose de compliqué. Donc voilà, on était perpétuellement et pendant des années dans quelque chose de toujours compliqué, de toujours violent, de plus dur. Et j'avais l'impression que c'était plus dur qu'ailleurs, que c'était plus compliqué qu'ailleurs, mais je savais pas vraiment pourquoi. Et en même temps, voilà, autour de moi, famille, amis me laissaient entendre que c'était peut-être difficile juste pour tout le monde, ou que c'était peut-être juste parce que j'étais seule avec lui. Et avait quand même été légèrement évoqué le haut potentiel. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à le faire un petit peu suivre par une psychologue ou même par différents soins pour essayer de calmer tout ça, justement, en termes d'émotions, je voulais trouver des solutions. On me parlait parfois un peu du haut potentiel, qui aujourd'hui serait peut-être une branche de l'autisme, on est en train d'en parler. Donc du coup, j'avais fait tester pour ça et finalement, ça n'avait rien révélé, donc j'étais toujours dans le flou. Je savais toujours pas. Et pour moi, il y avait quelque chose, mais je savais pas quoi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ses comportements vis-à-vis de ses amis, des adultes en général, de sa famille, donc que ce soit toi ou la famille, sa grand-mère, son grand-père, etc., ses cousins, des inconnus aussi en général, les symptômes globaux, voilà. Ok. Alors en fait, ce qui se passe, je pense qu'au niveau de l'Asperger, ça doit être peut-être quelque chose d'assez récurrent, c'est que socialement c'est compliqué, mais qu'il va prendre sur lui et s'adapter beaucoup au monde qui l'entoure en fait, surtout maintenant qu'il a 8 ans, il va apprendre. Mais je pense qu'il va avoir comme un filtre. Donc en fait, à l'école, il va se contenir. Alors, bon, il se trouve qu'il a été aussi détecté avec un trouble de l'attention, donc ça se ressent un petit peu plus en classe. Pour lui, ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est deux choses différentes, hein. C'est pas lié à l'Asperger. Exactement, okay. Ouais. Ça peut, mais on peut aussi avoir un trouble de l'attention sans que ce soit lié à l'Asperger. Okay. Son trouble de l'attention, je pense que en classe, pour lui, c'est compliqué. Il a du mal à rester focus. Dès qu'il voit quelque chose qui va venir intervenir, s'il y a une mouche dans la classe, toute son attention va être tournée autour de cette mouche. Et ça, dans son quotidien, c'est pareil. Mais sinon, on va dire, il s'adapte. Il peut s'adapter, je pense, au monde qui l'entoure. Malgré tout, avec les copains à l'école, il va être beaucoup en demande quand même. Il va avoir besoin... d'être reconnu, il va vouloir des amis, mais il va pas savoir toujours comment faire. Donc il peut se montrer un peu
pâteau, on va dire. Quelqu'un qui aurait pas les codes sociaux, tout simplement, pour lier une amitié. Mais autrement, il est en demande. Ensuite, dans son quotidien, ça va être un peu pareil avec des personnes dont il n'est pas forcément très très proche. Il peut montrer une image de lui très différente de ce qu'il est. Il va s'adapter, puis il peut être très intéressant dans les discussions, etc. Mais en fait, ce qui va se passer ensuite, c'est que soit avec moi, soit avec des personnes avec qui il est très lié, donc ou proche, comme ça peut être le cas avec sa grand-mère par exemple, là il va lâcher. Donc il va lâcher le soir, par exemple, en rentrant de l'école, je sais que moi je vais morfler en fait, parce qu'il va lâcher toute la pression qui s'est mise pour tenir la journée, pour tenir socialement, pour accepter des choses ou pour pas s'énerver peut-être à certains moments. Il va lâcher. Et donc là, il va avoir vraiment besoin de moi le soir quand il va rentrer. Je vais faire tampon, pour pas dire serpillière, parce que vraiment, il va me malmener. Mais il a besoin de ça, en fait, il décharge. Donc moi, à ce moment-là, il faut que je sois vraiment d'attaque, il faut que je puisse recevoir, accueillir ça. C'est très compliqué dans le quotidien quand on est soi-même parfois un peu fatigué, un peu... Voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, il va avoir ce truc de lâcher très très fort. Et en fait, au plus il va être en confiance avec quelqu'un, et au plus il va lâcher justement comme ça, il va se montrer exécrable, il va être vraiment... ça va être vraiment très très dur, il va être violent. Autrement, il aime quand même voir du monde, il aime être invité aux anniversaires de ses copains, etc. Il aime retrouver ses copains, mais il faut doser. Je sais qu'il peut pas avoir une activité sportive, enchaîner avec l'anniversaire d'un copain, et qu'on ait du monde à la maison le soir. Ouais. C'est pas possible. Ça va être un trop plein d'émotions, ça va être une charge émotionnelle trop forte pour lui. Donc il faut pallier à ça, il faut s'organiser en fait. Et c'est déjà arrivé qu'à son propre anniversaire, il s'isole dans sa chambre pendant que les copains sont dans le salon, parce qu'il avait besoin de son moment tout seul. Donc tout ça, c'est une mise en place, mais qui s'est faite finalement là, ces dernières années, bien avant de savoir pourquoi il était comme ça. On s'organisait de cette façon-là. Après, les liens dans la famille ou avec les amis, là où ils vont pas être toujours évidents, ça va plus être moi dans la manière dont je me positionne, parce que c'est pas toujours bien vu. Ces réactions sont pas forcément bien vues. C'est-à-dire qu'une énorme crise de colère, il y a des personnes autour de moi qui vont accueillir ça, qui connaissent, qui comprennent, qui ont l'habitude, qui peuvent gérer. J'ai des personnes qui gèrent énormément autour de moi, mais il y a d'autres personnes qui vont pas comprendre. Un enfant qui crise... comme le fameux enfant qui va se rouler par terre dans les magasins parce qu'il veut telle ou telle chose. C'est mal vu en fait, c'est vu comme un problème d'éducation, etc. Donc pour ça, parfois c'est compliqué. Mais ça, c'est moi, c'est mon problème à la limite. Après, et c'est le regard des autres. Le regard des autres, il est pas facile à porter pour ça, ouais. Sur toi. Sur moi, ouais. Sur moi pour lui. Je me dis que voilà, j'ai peur qu'il soit des fois trop virulent avec ses copains et qu'il les perde. J'ai peur de la manière dont... j'ai peur qu'on me dise ce que je dois faire, alors que je sais ce que je dois faire. Et puis, je suis agacée des gens qui ont cette manière d'éduquer un enfant qui est toute faite, qui est à l'ancienne d'ailleurs. Comme nous, on a pu être éduqués. Je leur en veux pas en soi, hein, si ça marche sur leurs enfants. Mais combien de fois on m'a dit il faut lui en coller une et puis c'est réglé, alors qu'on est en train de parler d'un solution tellement mais ça radicale. Et je pense que ça dès qu'on veut être aussi bienveillant avec nos enfants, c'est quelque chose qu'on entend très souvent globalement, je pense, hein. Moi quand j'entends ça, j'ai même plus envie de répondre, puisque de toute façon ça marchera pas, tout simplement. C'est contre-productif, hein. De toute façon ça n'a aucun intérêt. Je veux juste pallier quand il est en crise. Je dois juste pallier, je dois accepter et je dois trouver une solution. Et c'est vrai que pour ça, voilà, il y a des gens autour de moi, ça va pas toujours être facile. Je sais que des réactions comme ça, je vais en avoir. Des conseils que j'ai pas demandé, j'en ai depuis la naissance. Alors ça, c'est voilà. c'est tous de toute façon, c'est le problème. C'est compliqué. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour ce qui est socialement... En gros, ça donne ça. Ça dépend un peu avec qui il est, la charge qu'il a eue dans la journée, etc. Ouais, ça dépend de plein de critères. C'est ça. Et du coup, comment tu abordes le sujet avec
tes proches, ses proches, avec ton enfant si tu en as parlé avec lui, et avec les cousins cousines par exemple. Alors en fait moi là j'en ai parlé avec des personnes avec qui je suis très proche seulement, et c'est des personnes qui connaissent mon fils depuis la naissance ou quasiment, et qui savent bien qu'il y a quelque chose d'atypique en lui, qui voient bien qu'il y a une différence. On sait pas quoi, hein, on est tous dans le même cas depuis le début, on sait pas quoi, mais il y a quelque chose chez lui. Et les personnes avec qui j'en ai parlé, elles ont eu la même réaction que moi j'ai pu avoir au moment du diagnostic, c'est-à-dire « Ah ouf, c'était ça, ok, je comprends mieux. » En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, il fallait juste trouver ce que c'était. Et donc maintenant, on en parle de manière tout à fait libérée, parce que voilà, c'est un fait, il est comme ça. Autrement, j'ai pas tellement abordé encore le sujet justement avec d'autres personnes, parce que je sais que ça peut faire peur, que ça peut être mal compris, mal interprété, qu'on a des a priori. On a une façon de voir ça qui est peut-être un peu dérangeante pour certains. Donc j'en parle vraiment si c'est utile en fait. Si la personne proche de moi, j'estime qu'elle a à connaître cette atypie-là, pour comprendre des réactions, en fait c'est simplement ça. J'en ai parlé avec son institutrice, j'ai envoyé le bilan, uniquement pour qu'elle sache à quel moment elle doit adapter sa façon de travailler, qu'elle comprenne ses réactions et que ça puisse lui l'accompagner. Les personnes proches de moi à qui j'en ai parlé, c'était en partie moi aussi, pour moi en fait, pour justement dire bah voilà, j'ai une explication en fait. Quand j'étais au bord du craquage, quand je suis partie certains matins au travail en pleurant dans la voiture, tellement j'étais déjà épuisée avant de commencer la journée, ça j'avais besoin de dire aux gens voilà, c'était ça. Maintenant, des personnes lambda que je rencontre, j'en parle pas. Même si des fois c'est tentant, tu vois, quand t'es face à quelqu'un et puis que t'as ton fils qui a une réaction hors norme, tu voudrais presque dire non mais c'est normal, il est autiste, vous comprenez. Ce serait presque facile des fois de faire ça parce que t'en as un peu marre en fait. Tu sens que le regard des autres il est là quand même et que c'est compliqué. Mais finalement, bon, à quoi bon? Peu importe, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. C'est pas utile d'en parler sans arrêt, et ce serait pas bon pour lui non plus, de lui coller cette étiquette sans arrêt. Donc après, à qui voudra découvrir ma vie, mon fonctionnement, mon passé, j'en parle volontiers, il n'y a aucun problème, mais voilà, ça va s'arrêter là. Après, pour ce qui a été d'en parler avec lui, j'ai attendu en fait qu'il ait, comme il a régulièrement des séances chez un psychothérapeute, j'ai attendu qu'on y soit et on a abordé le sujet à ce moment-là. Et je lui ai présenté ça vraiment comme un système de pensée différente, comme quelque chose qui chez lui fonctionnait d'une manière qui était la sienne, et qui expliquait que parfois ses émotions débordent, que parfois pour lui c'est compliqué, qu'à l'école il est un peu plus lent, ou que voilà, parfois on se dispute parce qu'on se comprend pas. Ça, je lui ai expliqué comme ça, en fait. Et la personne qui le suit a dit à peu près la même chose. Elle a parlé de personnes atypiques, mais aussi souvent exceptionnelles, sensibles, etc. Il a posé des jolis mots, en fait. On l'a expliqué comme ça, et c'est tout. On n'en a pas reparlé. Parfois, il pourrait être amené à s'en servir, en fait, parce que pareil, dans le bilan, a été diagnostiquée une dysgraphie qui expliquerait qu'il a... C'est quoi une dysgraphie ? Alors c'est tout ce qui est lié au graphisme. Donc lui, pour le coup, l'écriture, c'est lourd pour lui d'écrire, c'est long, c'est compliqué. Okay. Et ça n'a pas loupé, quelques jours après, il avait des devoirs à faire, il devait écrire quelque chose, il m'a dit « je peux pas, je suis dysgraphique ». Voilà, petit malin. Le petit malin. Donc voilà. Ah, il est pas bête. Eh oui, il a vite compris. Donc du coup, c'est vrai on n'en parle pas plus que ça maintenant. Moi, je vais me servir de ce diagnostic et de tout ce qui peut m'être apporté pour mettre en place les choses, pour l'aider. Il passera, voilà, ce sera la priorité de pouvoir accueillir tout ce qui se passe en lui, de comprendre. Je m'y intéresse, voilà, je m'intéresse au sujet globalement maintenant. Mais ça va pas être quelque chose dont on va parler à tout bout de champ, que ce soit entre nous ou avec les autres. Voilà. Lui, il en fera ce qu'il voudra quand il sera plus grand. Oui, de toute façon, vous aurez l'occasion d'en reparler
notamment l'adolescence, hein. Oui, ça va être je sympa. pense que ça va être sympa comme moment. Et parce que je rappelle qu'il a 8 ans et demi, presque 9. Presque 9, c'est ça. Alors, donc, à quel âge, bon, tu viens de dire que c'était il n'y a pas longtemps, mais du coup, à quel âge as-tu fait le diagnostic? Et comment as-tu pu le faire? Enfin, comment se déroule-t-il? Tout le parcours? Peut-être as-tu des noms professionnels à nous donner spécialisés dans ce domaine? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? D'accord. Tout ça. Donc en fait, le diagnostic, je crois qu'il peut être fait quand même un peu plus tôt. Donc nous, c'était effectivement à 8 ans. J'avoue que ayant fait donc le diagnostic haut potentiel avant, qui n'a pas révélé de haut potentiel, ensuite s'en est suivi pas mal de soins avec une psychologue ou après des soins un peu alternatifs, sophrologie, etc. J'ai donné beaucoup de ma personne, de temps, d'argent, pour qu'on trouve des solutions pour l'apaiser en fait, pour apaiser ses émotions, etc. Ensuite, au bout d'un moment, j'ai été conseillée par quelqu'un sur vraiment la neuropsychologue. Voilà, sur un moment où c'était devenu tellement compliqué, tellement violent. On était dans une phase qui était difficile, surtout la séparation avec son papa, elle se passe pas bien. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses compliquées. Et donc j'ai été conseillée sur une personne qui est à Chambéry, une neuropsychologue, pour j'y allais pour voir en fait, pour discuter, parce que voilà, il y avait un trop-plein. Mais je savais pas vraiment, ou même du tout, dans quoi je mettais les pieds en fait. J'avais aucune idée, je connaissais pas l'autisme Asperger, et pour moi, à partir du moment où on m'avait dit voilà, il y a peut-être haut potentiel et que finalement il n'y avait pas, je voyais pas ce que ça pouvait être autrement. Je pensais qu'on avait besoin de conseils presque familiaux en fait pour s'en sortir. Ouais. Et donc de là, cette personne a fait un premier entretien d'1 heure avec lui et moi. On a rempli pas mal de documents à l'avant, j'en ai fait remplir un par l'institutrice. On a fait un point, elle m'a posé beaucoup de questions. Donc des questions sur le quotidien, sur l'école, sur à partir de la grossesse, etc., sur le schéma familial. Et déjà, à la fin de ce rendez-vous, elle m'a dit « Bon là, il y a quelque chose qui est pas normal dans la manière qu'il a d'interagir avec vous. Et surtout ce que vous me dites, il faut qu'on fasse un bilan. » Elle me dit « Ça peut être un bilan... Voilà, ça peut être du haut potentiel, ça peut être un trouble de l'anxiété, enfin en tout cas on va voir. » Et donc elle l'a pris 2 après-midi, sans moi. Elle le bilante avec différentes formes d'exercices, et puis avec le support de tout ce que j'ai rempli comme question depuis le départ. Et ensuite elle m'a refait un bilan sur la manière dont il fonctionnait. Elle m'a annoncé du coup l'autisme Asperger. À noter qu'elle m'a dit qu'elle appelait ça uniquement Asperger, parce qu'elle le lie encore pas à l'autisme. L'autisme, c'est un spectre, c'est large. Ouais, c'est hyper large. Voilà. L'Asperger, c'est quelque chose à part entière, qui en plus, même sur plusieurs enfants différents, est différent. Est différent. De toute façon, toutes les personnes sont différentes. Tout le monde est différent, alors donc, voilà. c'est logique. Et encore, c'est vrai qu'on pourrait mettre des neurotypiques et des profils atypiques. Déjà faire une différence entre ces deux choses-là, mais alors en plus, voilà, comme tu dis, tout le monde est différent, donc on arrive à mon enfant, en fait. Oui. Avec tout ce que moi je vis, tout ce que je connais, je pense qu'il y a des similitudes, effectivement, avec d'autres enfants Asperger, mais qu'il y a aussi plein de différences. Et c'est pour ça aussi que c'est pas si évident de savoir, en fait, de comprendre que ça pourrait être ça, de l'envisager, parce que justement on a l'image de l'autiste, cet enfant qui ne parle pas ou ce genre de choses, alors que là, pour mon fils en l'occurrence, on n'est pas du tout dans ce schéma qu'on imaginerait de l'autisme. Et voilà, donc une fois ce bilan fait, elle m'a parlé un peu point par point de ses caractéristiques à lui, sur son incapacité par exemple à rester concentré sur quelque chose, sur le fait qu'il soit pas autonome. Par exemple, moi le matin pour qu'il se prépare pour l'école, c'est quasiment impossible, il a aucune autonomie. Et ça allait forcément au clash, parce que moi j'en attendais d'un enfant de cet âge-là qui se prépare seul pour l'école, et je le voyais même comme un manque de respect, qui ne prépare pas seul son petit déjeuner, qui s'habille pas seul. Pour moi c'était inacceptable, il faut qu'il se débrouille à un moment donné. Je suis pas là pour faire tout à ta place. Et donc là, je comprenais pas que il puisse pas faire de lui-même.
Là, voilà, elle m'explique qu'il n'en est pas capable, qu'il ne comprend pas la fonction, qu'il ne comprend pas pourquoi il doit le faire, qu'il ne peut pas s'organiser dans sa tête, qu'il ne peut pas être autonome. Voilà, elle me décrit point par point plusieurs caractéristiques qui sont l'Asperger, mais qui sont aussi lui. Et donc là, j'en suis encore au début. Maintenant, la suite, ça va être d'aller chez un psychiatre pour confirmation de diagnostic. Et c'est uniquement ce rendez-vous-là qui va permettre, on va dire, administrativement parlant, de valider le diagnostic pour mettre en place ensuite un suivi, pour mettre en place des choses pour l'école, voilà, ce genre de choses. Ensuite, elle propose aussi des ateliers, par exemple, pour apprendre les codes sociaux. Ça, ce serait... C'est bien, ça. Voilà. Ça, je pense que pour lui, c'est indispensable, parce qu'il les a pas. Voilà. Là, j'en suis au début. Pour l'instant, c'est ça. Ensuite, il continue avec un suivi psychologique une fois par semaine, parce que ça lui fait du bien. Alors, ça lui fait du bien par rapport à son Asperger, mais aussi par rapport à notre schéma familial qui est compliqué depuis la séparation avec son papa aussi. Combien ça a coûté, si tu peux dire le prix? Bien sûr, parce que c'est très cher. Le bilan a coûté à peu près 900 €. Les ateliers qu'il a à faire, il y en a un, je crois, à 180 et un autre à 60. Le rendez-vous chez le psychiatre, ce sera 150 € la consultation. Et il y en aura peut-être plusieurs. Son psychothérapeute, c'est 60 € la séance, il y en a une par semaine. Et que sais-je encore de ce qui m'attend. Et tout ça, il y a des aides pour ça ou une partie ou... Alors tout ça n'est pas remboursé, c'est à ma charge. Même le psychiatre? Même le psychiatre, ouais. Ah, je pensais qu'il y avait la Sécu qui aidait. Non, pas dans ce cas-là en tout cas. Je peux pas m'avancer pour d'autres professionnels, en tout cas lui précisément c'est pas le cas. Ensuite, des aides à mettre en place une fois justement quand on valide ce dossier, qu'on passe par la MDPH. Il y a des aides en fait pour enfants handicapés, mais d'après ce que j'ai compris, il y a un certain pourcentage de handicap à atteindre qui est assez élevé finalement, donc assez ridicule. Donc non, pour le reste, c'est à notre charge et c'est ce qui rend aussi compliqué les diagnostics. Donc il y a des endroits aussi comme les CMP où on peut emmener son enfant voir des professionnels, que ce soit psychologue, psychomotricien, etc. Ça, mon fils l'a fait pendant un temps. Il a suivi une psychologue en CMP. Tout ça, c'est gratuit. Par contre, les délais d'attente sont parfois longs selon où est-ce qu'on est. Et parfois, selon l'endroit où on est, on n'y trouve pas toujours une très bonne qualité de travail. Mais c'est quelque chose qu'on peut envisager pour faire des bilans, faire des suivis quand on n'a pas du tout les moyens de faire autrement. Ouais, de toute façon je mettrai les liens après dans l'épisode. Mais juste pour revenir, c'est un psychiatre ou un psychologue qui va voir? Parce que comme c'est différent, parce que le psychologue je sais que c'est pas remboursé, mais dans mon souvenir, le psychiatre oui. Mais peut-être que c'est encore différent. Et pour la confirmation de diagnostic, c'est bien un psychiatre et ce n'est pas remboursé. Mais encore une fois, c'est peut-être dans ce cas-là, c'est peut-être lui qui a une consultation à 150 € non remboursée. Je peux vraiment pas m'avancer pour savoir s'il y a des psychiatres pour lesquels c'est remboursé. D'accord. Ou selon son assurance maladie, enfin selon sa mutuelle, etc. Je connais pas assez, mais en tout cas... Non, mais moi je parlais vraiment de la Sécu, je parlais même pas de niveau mutuel. Mais je trouve ça dingue. Ouais, enfin, c'est dingue. C'est un investissement. Qu'il faut mettre comme sous, sans aucune aide. Sans aucune aide. Sachant que tu es maman célibataire. Voilà. Magnifique. Bon, super. Ouais. C'est le problème. Comment cela affecte sa scolarité? Est-ce qu'il est scolarisé? Dans quel établissement spécialisé ou pas? Alors, il est scolarisé en milieu ordinaire. Il a jamais rencontré vraiment de problème scolairement. Si ce n'est un petit peu dans le comportement, mais je pense qu'il faut prendre un peu d'avance sur ça, parce que ça va pas aller en s'améliorant. En termes de difficultés de travail, de concentration, je pense que il va falloir s'organiser, parce que c'est sûr que jusqu'ici, ça allait. La maternelle, ça allait. Après, c'était un enfant qui était agité, du fait qu'il ait du mal à se concentrer. Par contre, c'est un enfant qui a appris très tôt, très vite, beaucoup de choses, même seul, en dehors de l'école, comme la lecture. Voilà, donc du coup, il y a aussi un peu l'aspect, quand il arrive en classe, peut-être de parfois s'ennuyer, ou parfois être un peu imbu de sa personne, genre moi je sais. Ça, il aurait tendance à le faire quand il est rentré au CP, etc. Et je pense que ça se ressentait un petit peu sur son comportement.
Et au plus il passe d'une classe à l'autre, et ça on le remarque un petit peu plus, qu'il va avoir un peu plus de mal à se concentrer, travailler un petit peu plus lentement, être un peu agité, déconcentrer les autres. Parfois ça c'est compliqué. Déconcentré parce que lui, voilà. Lui s'ennuie. Il s'ennuie, ça part un peu dans tous les sens. Donc pour ça peut être un petit peu compliqué. Après, il a eu de la chance jusqu'ici de tomber sur de bonnes institutrices. On a eu de la chance jusqu'ici en tout cas. Maintenant, avec le diagnostic, c'est pareil. Ça va être, pour moi, c'est aussi un soulagement pour ça. C'est que chaque nouvelle année scolaire, il a son petit dossier. Il a quelque chose qui le suit et qui peut permettre juste, de dire, ok, il va fonctionner comme ça. À tel moment, il y a telle ou telle chose qui va être compliquée. Peut-être qu'il faut parfois adapter un petit peu au niveau du temps de travail, de l'aider à se concentrer, ce genre de choses. Autrement, pour l'instant, je ne fais pas de demande pour avoir un ou une accompagnant dans sa classe pour l'aider précisément. Pour l'instant, ça va, scolairement, ça va, son travail, il le fait, et il le fait bien. Il travaille plutôt bien. On va voir avec le temps ce que ça donne. Il y aura l'entrée au collège, etc. Est-ce que tu appréhendes? C'est ce que j'allais te demander. J'appréhende l'entrée au collège. Mais alors je l'appréhende. En fait, moi, ce qui me fait beaucoup, beaucoup peur, qui me fait du mal, parce que j'ai entendu ça beaucoup de fois depuis que je me renseigne sur l'Asperger, c'est le harcèlement scolaire. Ouais. C'est ça qui me fait très peur. Ouais. Surtout pour les enfants qui sont différents. Voilà. Différents. Comportements, je parle. Ouais. Différents socialement, manquant de codes sociaux, et qui parfois ont des résultats scolaires dans un domaine qui vont être très très bons, peut-être sauter une classe, etc. C'est jamais vraiment bien vu en fait. Hein. On s'en rappelle, nous, quand on était au collège, quand le premier de la classe, c'est pas le plus respecté, ou pas toujours en tout cas. Je dis pas que là ça va être le cas, mais après, en tout cas... Ça dépend de l'endroit où il est. Ça dépend de plein de choses aussi, voilà. Mais c'est vrai que je me dis que s'il y a un domaine qui l'intéresse énormément, il va avoir cette tendance, justement, comme je disais, à être un peu un but de sa personne. Genre, monsieur, je sais tout. Parfois, quand il parle avec n'importe qui, avec moi ou autre, il a un comportement un peu hautain. Il fait pas exprès, c'est qu'il a pas ce filtre. Nous, quand on est très fort dans un domaine ou qu'on sait quelque chose, on fait un peu semblant. On dit oui, moi je me débrouille. Ouais, ça dépend quels enfants, je connais. Les ça enfants dépend, qui sont bien plutôt... sûr. Mais je sais que une fois qu'on apprend les codes sociaux, on va pas dire par exemple, moi à la course à pied, je te fume en 1 heure. Tu vois, en général, on le fait pas. En général, on aurait plutôt tendance tous un peu à dire oui, bon, je me débrouille. Ouais. Et c'est vrai que ça, lui, par exemple, il le fait pas. S'il assure dans un domaine, il a pas le filtre. Il va dire, voilà, moi, là-dessus, je suis hyper fort. Mais ouais, je trouve ça bien. Alors, on devrait tous être comme ça. On devrait être comme ça, fiers de nous. Sans être fiers de nous, je veux dire, oui, mais sans attaquer l'autre, évidemment. C'est vrai. Mais c'est vrai que lui, pour ça, ça peut être mal vu. Tu vois, je visualise une entrée au collège avec un enfant qui a ce côté-là, comme ça, sans filtre, à dire... tout ce que lui fait mieux que les autres, plus ce manque de codes sociaux, ça me fait un petit peu peur. Ça, j'espère qu'on aura réussi à travailler un petit peu dessus et à apprendre avant le collège. Pour l'instant, ça passe. Je me dis aussi que maintenant, moi j'ai travaillé justement en tant qu'accompagnante d'enfants en situation de handicap en école, justement. Et c'est récurrent en fait, les enfants les voient, ces accompagnants qui sont là. Il y en a de plus en plus. Du coup, ça a pris pas mal la tolérance, je pense, dans les classes. N'empêche que socialement, il y a toujours un petit peu un gouffre dans l'amitié, dans les invitations aux anniversaires, etc. On sent quand même qu'il y a quelque chose. Et en fait, tant qu'ils sont petits, parfois ça va, et avec le temps, grandissant, avec l'approche au collège, ça devient un petit peu plus compliqué. Oui, parce que petit à petit, il y a cet écart qui se creuse. Exactement. J'ai l'impression. Exactement, puis je pense qu'on a envie de faire partie d'un groupe... on a envie un peu de ressembler aux autres. On est moins enclin à accepter l'idée d'une différence. Quitte à ce que ensuite ça revienne, mais le collège, je trouve que pour ça, c'est une période un peu difficile. Donc on verra. Ouais.
Le collège est une vraie, Moi, j'ai pas vraie aimé. période difficile. Moi non plus, j'ai détesté le collège pour ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Qui se retrouve à gérer au quotidien ça? Bon, t'as un peu déjà répondu à cette question. Et quelles sont les contraintes au quotidien, les aspects aussi positifs? Tu peux nous en donner? Alors, le quotidien, c'est moi. Et c'est moi depuis la naissance. Et depuis la naissance, c'est un cauchemar. C'est compliqué depuis toujours, en fait. Il a fait ses nuits très très tard, il dormait très peu, je gérais seule. J'étais épuisée, tout le temps. En fait, j'ai l'impression que ça fait 8 ans que je suis épuisée. Donc, je précise qu'elle me le dit avec le sourire. Toujours. Voilà, ça c'est pour ce qui est négatif. C'est vrai qu'en fait, n'ayons pas peur des mots, ça fait 8 ans que c'est un cauchemar, parce que ça fait 8 ans que les nuits sont compliquées, que le quotidien est compliqué, que ces crises sont dures à gérer, que voilà, il y a des accompagnements à faire à côté, que tout ça c'est de l'argent, que donc je dois travailler plus, que quand je travaille plus, je suis moins avec lui, et que quand je suis moins avec lui, il me le fait payer. Ça met une pression en fait, financièrement, avec le travail à côté, et puis tu sais, avec toujours un petit peu cette peur, je le réveille le matin, je sais pas comment il va être en fait, de quelle humeur il va être, est-ce qu'il va s'en prendre à moi, est-ce que ça va être la crise pendant 1 heure avant qu'on puisse sortir de la maison, est-ce que je vais réussir à le lever, est-ce qu'il va vouloir s'habiller, qu'est-ce qu'il va bien vouloir manger, est-ce que je vais me faire insulter dès le réveil, ça vraiment c'est le quotidien. Et ça te met une boule au ventre? Ça me met une boule au ventre avant même de le réveiller. Ça, c'est dur à vivre parce que tu dis que tu vas aller réveiller ce petit être que t'aimes le plus au monde et en fait, t'as peur, quoi. Ouais. Donc ça, c'est dur. Le quotidien, toute la journée, il est dur. Le confinement, j'en parle même pas, ça. Ah oui, bah alors ça... On n'en a pas assez parlé, je trouve, mais c'était juste l'angoisse. Plus jamais je veux revivre ça. L'école à la maison, etc. Bah, pas sortir en plus pour... Pas sortir, non, c'était... Pour un enfant qui a besoin... Et puis, le travail à faire à l'école, quand c'est toi qui dois le faire avec ton enfant, autant te dire que c'est un vrai cauchemar. Et pourtant, c'était mon métier. Hein. Mais avec ton enfant, ça fonctionne pas. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui était dur, c'est qu'en fait, quand j'étais encore avec son papa, c'était déjà comme ça. C'était à moi de gérer ça et grand nombre d'autres choses du quotidien. Et en fait, c'était dur tout le temps. Il fallait gérer des énormes crises de colère qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, avec tout qui se casse dans la maison. Il jette tout dans la maison, il claque les portes, il hurle. C'est ça, en fait, qui était le plus dur. C'est émotionnellement. Ces crises de colère, elles sont... Je me revois m'asseoir sur le sol en train de pleurer parce que moi-même, j'en peux plus. Bah, en même temps, t'étais toute seule à gérer ça, Voilà. alors que, par exemple, un couple... On peut pallier l'un voilà. et l'autre. Déjà, oui. Enfin, un couple où c'est 50-50 à peu près, je parle. C'est ça. Oui, moins en moins, heureusement, j'espère. On y croit. J'aime à croire que, voilà, enfin, que là, déjà, au moins, la charge est un peu plus... tu peux souffler, toi, quoi. Non, du coup, Ouais. c'est En ça fait, qui est moi, particulier, en plus. c'est ça qui était compliqué, c'est que j'avais vraiment l'impression de ce huis clos, tu vois. On est enfermés l'un avec l'autre et on n'a plus le choix. Et ça va durer 2 heures de crise et on peut rien faire, en fait. J'avais ni ma famille à côté, En plus. j'avais rien. Je pouvais pas gérer, en fait. Et donc, il fallait partir le matin travailler avec des enfants porteurs de handicap toute la journée et revenir le soir gérer son enfant qui fait une crise. Et ça, c'est, voilà, je mets dans le même bateau le moment où j'étais en couple et le moment où je me suis séparée. C'était pareil. C'était pareil. Ça changeait rien. Exactement. Et est-ce que tu avais des aides du coup pour ça? Enfin, aide pour toi, je parle psychologique, d'accompagnement pour mieux accompagner ton enfant. Non, moi après, je me débrouillais avec ce que j'avais, savoir me tourner vers voilà tout ce qui est un peu soins alternatifs en fait. Donc après, ça c'est pareil, c'est des choses qui reviennent très cher. Médecine douce quoi. Voilà, moi j'avais de la sophrologie, ce genre de choses, que ce soit un coup pour lui, un coup pour moi. J'arrivais à pallier comme ça. Parfois ça tenait un moment, parfois ça le calmait, on avait des clés. Après, de travailler aussi dans le handicap, ça m'aidait pas mal pour mettre en place des choses, sachant que là j'étais pas du tout dans la notion que lui aussi était porteur de handicap. Donc pour moi c'était juste quelque chose qui fonctionne avec lui et avec les autres enfants qui ont une difficulté. Mais ça fonctionnait jamais longtemps non plus, parce qu'en fait, il faut varier. Donc, mon quotidien, il était tourné autour de ça. De gérer avec, je sais pas, l'impression d'être fatiguée x10 par rapport à un parent normal. Alors, je mettais peut-être ça sur le compte d'être toute seule.
Bah, il y a les deux, je pense. Je pense qu'il y avait c'est les ce que deux. je pense. Mais je savais pas. Tu vois, moi, je me disais, il y a des gens, ils font 3-4 enfants, mais c'est quoi le problème? Pourquoi moi, avec un, j'y arrive pas? Tu vois, je me disais vraiment ça. Je me disais, mais c'est moi qui suis nulle, en fait. J'y arrive pas, je sais pas faire. Moi, je ferai jamais d'autres enfants, parce que c'est pas pour moi, quoi. J'y arrive pas. C'était vraiment quelque chose, je pensais que c'était moi le problème. Et puis, bah voilà, on me le fait comprendre comme ça aussi. En me disant c'est normal que le matin ton fils il se prépare pas et que tu galères, nous aussi on galère quand il faut amener les enfants à l'école. Voilà, mais pour moi, mais je leur en veux pas hein, parce que c'est comme ça que voyaient les choses, mais du coup pour moi je me disais je suis nulle en fait, je sais pas faire quoi. Ouais, mais j'ai du mal à comprendre ça parce que les personnes te jugent un peu du coup, parce que eux ils voient ça à travers leur vie, sauf qu'ils connaissent pas le pourquoi du comment, ils connaissent pas comment tu vis au quotidien avec ton enfant. Et en fait, personne sait comment je vis au quotidien et en même temps, j'ai pas vraiment les mots pour le dire. Tu vois, moi je suis pas forcément non maintenant plus... un peu plus quand même. Maintenant un peu plus parce que voilà, maintenant j'arrive à expliquer les choses, j'ai pris du recul, etc. Mais sur le moment, pour moi c'était compliqué aussi de dire à quelqu'un, écoute, moi le matin, je pleure. Dès que je vais travailler, je pleure dans ma voiture parce que je viens de vivre une heure qui était un cauchemar. Le soir, quand je rentre, j'ai peur de mon enfant, j'ai peur de comment il va se comporter, j'ai peur de chaque moment. Je me sens seule, je suis dépassée, j'ai l'impression que j'ai mis toute ma vie de côté. La seule chose que j'arrivais à faire moi, à un moment donné, quand il était plus petit, c'est d'aller courir. Et je faisais que ça, en fait. Et j'étais obsédée par l'idée d'aller courir parce que c'était complètement mon échappatoire, il fallait que je décharge quoi. C'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce que tu fais tu viens de répondre. Voilà, qu'est-ce que tu fais pour te... Du sport. Du coup toi c'est du sport. Alors ça n'a pas été que ça. Hein. Que ça, C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où... Je dis pas que c'est réglé, hein, parce que le quotidien, il n'a pas changé, il est toujours compliqué. On a des mots sur quelque chose, mais le quotidien n'a pas changé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... T'es toujours toute seule à gérer. Et j'ai toujours toute seule. Donc c'est vrai que le sport, pour ça, c'est un moyen de décharger, qu'on va considérer comme sain, quoique à outrance, ça l'est pas. J'ai aussi eu des gros troubles alimentaires, j'ai eu des moments de dépression, j'ai eu des moments très très compliqués. Et puis je cumule le fait que son père n'ait pas participé et que son père ait très mal accepté la séparation. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées et j'ai pas toujours pallié, j'ai pas toujours été la mère bienveillante, etc. Mon fils s'est déjà pris une claque. Voilà, il y a des moments où ça aussi je tiens à en parler parce qu'il y a des moments en fait on n'en peut juste plus d'être mère. On se dit, et c'est horrible, mais on se dit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un enfant, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et ça, c'est quelque chose, je pense que voilà, c'est assez tabou, mais en fait, d'ailleurs, je pense même des parents, globalement, ont le droit d'avoir pensé ça un jour dans leur vie, genre, ok, avoir des enfants, en fait, c'est trop compliqué, c'est vraiment trop dur. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de me dire dans le quotidien, je vais craquer, en fait, j'y arriverai pas. Et je savais plus quoi faire dans ces moments-là. Et le diagnostic, il vient juste expliquer des choses, et c'est déjà énorme, hein. Mais ça change pas le quotidien. Ça change pas que tout est toujours trop compliqué, et que avoir une vie à côté de ça, c'est compliqué aussi. De pouvoir s'épanouir, voir du monde, faire des choses, sans être sans arrêt épuisé, ça c'est pas facile. Après, je pense que moi, dans mon accompagnement personnel, j'aurais tout intérêt à me faire suivre aussi par un psychologue. Il se trouve que j'en ai pas les moyens et que du coup les seules fois où je vais dépenser de l'argent pour tout ça, ça va être pour lui. Moi, si je pouvais me le permettre, je pense que ça me ferait beaucoup de bien d'avoir un suivi aussi de mon côté. Mais je pensais surtout à une association d'aide à ça. Des associations, il y en a, je sais que j'en ai entendu une là sur Toulouse qu'une maman d'enfant Asperger a mis en place. Avec laquelle j'avais envie de prendre contact aussi, pour échanger. Autrement, j'ai pas encore cherché autour de chez moi. Peut-être il y a des groupes Facebook, ça se fait beaucoup. Alors, je suis sur un groupe Facebook. Ça, j'ai un groupe où j'ai pu poser moi 2-3 questions, comprendre 2-3 choses, etc. C'est pas ce qui, moi, personnellement, fonctionne le plus pour moi. Moi, depuis, je regarde beaucoup de reportages, beaucoup de
beaucoup d'interviews, de choses comme ça pour comprendre vraiment le fonctionnement intrinsèque du cerveau de l'Asperger, tu vois. Et je vais m'immerger là-dedans et fonctionner avec ça. Pour l'instant, c'est plus ça dont j'ai besoin. Ça va évoluer. Tu vois, quand j'imagine trouver une association pour discuter, etc., oui, ça me ferait peut-être du bien, mais en fait, quand j'imagine que ça va me prendre encore du temps... Non, justement, pour t'aider, par exemple, dans les démarches administratives, pour pouvoir avoir de l'aide. Tu sais, il y a des associations qui t'aident à faire toutes les démarches pour avoir des aides financières, etc., ou dans l'accompagnement, qui aller voir, etc. C'est ça surtout que je pensais. Alors je pense qu'en temps voulu, oui, je regarderai si je peux avoir de l'aide pour remplir les dossiers, etc. Pourquoi pas. Pour te décharger. Et peut-être pour avoir de l'aide aussi. Voilà, parce qu'on ne connaît pas tout. Pour avoir peut-être quelqu'un de spécialisé, par exemple, pour garder ton enfant, je sais pas moi, une journée pour toi, te permettre de te reposer. Je sais pas, hein. Je dis ça vraiment comme ça, j'imagine. Alors effectivement, moi je pense que je vais avoir besoin de découvrir la partie administrative, comment ça marche, les aides, etc. Je vais peut-être avoir besoin d'aide à ce moment-là. Après, on va dire que j'ai la chance d'avoir travaillé 5 ans dans ce domaine-là et de connaître déjà des petites choses. Et donc oui, heureusement, il y a des associations, il y a des groupes Facebook, etc. S'il y a des gens à qui ça peut convenir. Moi, pour l'instant... Le soutien que je trouve, il est auprès de mes proches, qui comprennent, qui entendent, qui acceptent, et puis voilà, qui sont prêts à m'aider. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, tu vois, de sentir que je suis épaulée, que j'ai du monde autour, et qu'on accepte cette atypie. Pour moi, là, j'en suis là. Pour le reste, j'ai tellement pris l'habitude de me débrouiller toute seule que je crois que je sais pas forcément toujours faire autrement. Mais je sais qu'en temps voulu, je pourrais éventuellement trouver un appui pour monter un dossier, etc. Là, j'en suis vraiment au début, donc j'en suis plus dans cette partie de comprendre comment il fonctionne pour l'accompagner au mieux. J'en suis encore pas dans la paperasse. On fera un épisode 2 pour voir l'évolution. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des parents qui étaient dans ce cas-là, c'est-à-dire avoir un enfant qui aurait les mêmes symptômes mais qui ne savent pas encore que c'est ça, que c'est peut-être autre chose d'ailleurs, mais tu sens qu'ils savent, ils pensent qu'il y a quelque chose, un peu comme toi tu t'as senti qu'il y avait quelque chose mais tu savais pas quoi. En fait justement c'est que j'ai l'impression que depuis la naissance on est capable d'identifier quelque chose, et moi très honnêtement, avec le recul bien sûr, depuis qu'il est né je vois quelque chose. Dans son attitude, dans son regard, dans ses yeux grands ouverts quand il est né, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose. Et puis dans l'allaitement qui était compliqué, dans son sommeil qui était compliqué, dans tout depuis le début, depuis bébé en fait, il y avait quelque chose que je sentais en fait. Et c'est vrai que ça, je me dis que n'importe comment en fait, si on est parent et qu'on sent quelque chose à la naissance, je dis pas qu'il faut faire quelque chose tout de suite parce que de toute façon c'est inutile, mais on peut se poser la question déjà, on peut écouter son ressenti, se dire voilà... Là, je sens quelque chose de fort, je sens quelque chose d'atypique. Et au fur et à mesure où l'enfant grandit, si on se retrouve dans des situations qu'on estime être pas normales, c'est que peut-être elles le sont pas en fait. Ça veut pas dire que si ça se passe difficilement chez quelqu'un d'autre, ça doit être difficile chez nous, et inversement en fait. On a l'impression de subir son quotidien si la relation avec son enfant elle est conflictuelle tout le temps, ou que c'est à l'école, parce que moi il se trouve qu'à l'école... ça va, mais parfois, pour d'autres, c'est l'inverse. Ou les deux. Ou les deux. Pauvre. Et du coup, là, en fait, on peut se diriger vers des professionnels et se montrer, pas insistant, mais en tout cas, demander vraiment à ce qu'il y ait quelque chose... une analyse. Une analyse, quoi. Des tests, des trucs comme ça. C'est ça. Après, ça, je le dis avec des pincettes parce que... Les parents qui ont un enfant, même parfois au potentiel, parce qu'au potentiel ça ressemble beaucoup, avec l'hypersensibilité, etc. On entend beaucoup, c'est à la mode en fait. Être au potentiel, c'est visiblement quelque chose qui a l'air d'être trop cool, alors que pas du tout. C'est juste l'enfer en fait. L'Asperger c'est vu comme un trait qu'ont certains génies. Donc on a ça, on a l'Asperger, on a le haut potentiel, et on a des parents qui voudraient presque que leur enfant ait ça, ou quand leur enfant est pénible, c'est parce qu'ils ont ça. Sauf qu'en fait, nous on est décrédibilisés déjà. En fait c'est pas cool. Être haut potentiel et être Asperger, c'est pas
C'est pas que le fait d'être d'avoir pas... un haut potentiel, parce que je pense que c'est le bon mot, mais c'est pas... Il y a tout ce qui va avec. Ouais, il y a toutes les émotions, les ressentis, les codes sociaux, l'attitude. Donc ça vaut le coup quand on a un enfant où on se pose des questions, d'aller faire ce bilan, d'en parler avec des professionnels, quitte à faire le tour de plusieurs professionnels, parce que c'est pas toujours le médecin de famille qui va révéler quelque chose, d'aller se tourner vers des thérapies un peu alternatives aussi, ça peut être bien, parce que c'est toujours bienveillant, etc. En tout cas, voilà, on sent quelque chose, et surtout, en fait, en gros, je vais dire, c'est quand on en chie, quand on galère en tant que parent, mais vraiment, quand tu vois qu'en fait, du matin au soir, t'es épuisé, t'es dans le conflit, tout est compliqué, ça peut être sur plein de choses, ça peut être sur l'hypersensibilité sensorielle, ça peut être sur la manière qu'il a de manger, ça peut être sur ses colères, ça peut être sur l'école, ça peut être socialement, s'il est toujours en train de mordre les autres enfants, qu'il n'arrive pas à se faire des copains, ou j'en sais rien, si tout ça est cumulé, et puis que nous, on n'en peut plus, on est fatigué, ça va pas, on sent que ça détériore tout autour de nous, peut-être qu'à un moment on peut se poser la question de se dire bon, je vais faire un bilan et je vais voir, et il y aura peut-être rien, mais il y aura peut-être quelque chose, ça vaut le coup de le faire. Je reviens juste sur le fait que tout à l'heure, quand tu m'as dit les points négatifs et positifs, je crois que j'ai dit que du négatif. Ah mais oui, t'as pas dit positif. Mais vas-y, je t'en prie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de négatifs, il y a beaucoup de moments compliqués, mais il y a quand même évidemment du positif. Et mon fils, c'est un enfant qui a toujours été hyper intéressant depuis tout petit. Moi, j'ai déjà des amis qui m'ont dit c'est incroyable d'avoir une discussion avec lui, même tout petit. Les autres enfants ne m'intéressent pas comme ça, parce que voilà, c'est vrai qu'on a des conversations avec lui qui peuvent être hyper riches, surtout très pointues, très précises. Alors parfois c'est compliqué parce que c'est pas le moment. Donc c'est pas le moment de discuter, ou j'ai pas le temps, ou je suis en train de faire autre chose, ou alors c'est trop long ce que tu me dis. Mais en fait, c'est vrai que c'est toujours il a une mémoire incroyable, des connaissances incroyables, donc je sais pas, à partir du moment où il s'est mis justement pendant le confinement à regarder les oiseaux sur l'arbre en face, il a d'un coup appris tous les noms des oiseaux, leurs chants, où est-ce qu'ils vivent, comment, pourquoi. Il est devenu expert en la matière. Et c'est assez incroyable ce qu'il est capable de me ressortir aujourd'hui à propos d'un animal, d'un dinosaure, d'un oiseau. Il est impressionnant, sa mémoire est impressionnante, ses intérêts sont impressionnants, c'est hyper enrichissant en fait. Et il a aussi, par exemple, un sens de l'humour, il est capable de créer ses propres blagues. Et c'est des blagues qui me font réellement rire en fait, c'est pas des blagues genre caca pipi prout quoi, c'est des vraies blagues qui sont recherchées en fait et qui sont assez étonnantes du coup venant de lui. Et du coup c'est vrai que on est dans un quotidien qui est toujours très intense en fait, c'est-à-dire que quand il va s'énerver très très fort, etc., on est dans quelque chose qui est compliqué à gérer. Mais à côté de ça, tous les autres moments sont passionnants en fait. C'est quelqu'un qui peut être vraiment passionné par quelque chose, qui peut vivre les choses de manière intense. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît chez les gens quand tout est fort et que c'est passionnel, qu'on vit les choses à 100%. Et puis ce côté aussi où il n'a pas de filtre, en fait, ça peut être surprenant. On peut avoir du mal à vivre avec ça par moment. Mais du coup, ça veut dire que tout est franc en fait, il n'y a pas de non-dit. On est dans le réel. Et voilà, je suis face à quelqu'un qui va pas faire semblant. Il va pas mentir sur ses émotions. Il va vivre les choses pleinement et elles vont ressortir telles quelles. Et on est vraiment dans... Ouais, voilà, c'est une manière de vivre qui est totalement différente. Et moi, il me pousse dans mes retranchements et il m'apprend énormément de choses sur moi, sur la vie, sur mes capacités... à moi d'accueillir des choses et de les vivre. Il a remis en question absolument toute ma façon d'être, toute l'éducation que j'aurais pu envisager avant même qu'il naisse. Tout a été complètement percuté, mais c'est un super joli chamboulement dans ma vie. C'est beau. Tu peux donner un exemple quotidien, une journée type ? Ouais. Avec des exemples types, si tu veux, comme ça on peut avoir un exemple. Ouais. Sur une journée, en fait, on va se retrouver avec une adaptation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait petit à petit, depuis toujours. Je pense, avec le temps, j'ai mis en place une adaptation
à lui, à son fonctionnement. Mais je m'en suis pas vraiment rendu compte avant que sa neuropsy me pose les questions en fait. Pour moi, c'était du quotidien, c'était comme ça. Et en fait, moi, quand je vais m'occuper de lui sur une journée, ça va vraiment tourner autour de lui et de la surcharge potentielle émotionnelle. Et donc, je vais régler sur la journée le nombre d'interactions sociales qu'il va avoir ou qu'on va avoir, le nombre de temps que je vais passer avec lui, les écrans, le repas. Je me fais une petite charge mentale comme ça sur une journée complète, mais depuis toujours. Mais je m'en étais pas forcément rendu compte. Après, moi j'ai une personnalité un peu contrôlante aussi, donc ça aide pas. C'est-à-dire que j'avais tendance même à être trop sur un besoin d'être une mère parfaite qui fait de telle ou telle façon. C'est la société aussi. Voilà. C'est compliqué d'en sortir. Là, je suis en train de lâcher justement. Je suis en train de remettre en question toute ma façon de l'élever. Mais c'est vrai qu'en fait, globalement, par exemple, donc je vais le réveiller le matin. Voilà, si c'est sur une journée d'école, c'est compliqué parce qu'il va falloir que je le réveille à un moment donné bien précis. Et lui, la notion de se préparer dans un temps précis et d'être à l'heure à tel endroit, c'est quelque chose qui lui est totalement flou. Donc quand je vais le réveiller puis lui demander de se préparer, s'il en a pas envie, s'il veut pas se lever, il y aura rien à faire, il le fera pas. Et c'est pas en lui disant tu vas être en retard à l'école que ça va lui faire quelque chose, ça lui fait ni chaud ni froid, il s'en rend pas compte. Donc à ce moment-là, c'est compliqué parce que voilà, il faut qu'il se prépare, il a un temps. Et ben moi, je dois être déjà prête en fait à ce moment-là parce qu'il va falloir que je l'aide. Et ça, c'est quelque chose que j'estimais qu'il devait faire seul, donc il le faisait pas, donc c'était compliqué. Maintenant, j'ai changé ça, je lui prépare tout. L'autonomie, on verra plus tard. En fait, là, ses habits sont prêts, son petit-déj est prêt. Et ça doit s'enchaîner toujours dans le même ordre. Ça doit être un rituel, ça doit se faire de telle façon. Okay. Là où ça va être compliqué, ça va être le choix des vêtements, en fait, parce qu'il accepte aucun vêtement, puisqu'il a une hypersensibilité sensorielle, qu'elle a depuis toujours, sur laquelle parfois il s'adapte, parfois pas du tout, ça dépend des phases. Donc en ce moment, par exemple, je revends tous ses jeans et j'achète que des survêtements, des pantalons de survêtements. Il n'y a que ça qu'il accepte de mettre. Là, c'est l'hiver, on habite en montagne, il y a beaucoup de neige, c'est hyper compliqué de trouver la chaussure qui va bien, de lui faire mettre des gants. Donc tout ça, l'habillage, c'est très particulier. Il faut avoir des choses qui lui conviennent. Souvent, je vais lui sortir une paire de chaussettes, on ne sait pas pourquoi, il n'en veut pas, donc on change. Donc les habits doivent être prêts et on doit s'adapter. Et tant pis, s'il ne veut pas mettre ce que je lui ai préparé, on change. Si c'est pas adapté à la météo, tant pis. On fait. Et puis ensuite, voilà, il va aller à l'école et ça va plutôt bien se passer. Et puis quand il va revenir, pareil, je vais gérer sur le temps en fait. Encore millimétré. Voilà, c'est ça. Et puis aussi sur le fait qu'il va falloir tout négocier. Toute la journée, il va falloir négocier. Il va falloir qu'il aille se laver et il voudra pas, bien sûr. Tout peut être matière à conflit. Donc à ce moment-là, moi, je dois faire en sorte que le conflit n'arrive pas. C'est-à-dire que si je suis en train de faire quelque chose, j'arrête, je m'occupe de lui, j'ai pas le choix. Je peux pas être en train de faire quelque chose. Si je suis avec quelqu'un, que je suis dans une discussion ou au téléphone, je dois arrêter. Et ça, c'est pas évident parce que la personne qui est là avec moi, soit elle est pas au courant, soit elle estime que c'est pas normal, soit tout simplement elle a besoin de mon attention aussi à ce moment-là et moi aussi j'ai envie d'être avec cette personne-là. Donc là, c'est super compliqué, il faut trouver le moyen d'être là, d'être présente, de tout lâcher et en même temps Est-ce que tu peux pas lui donner, je sais pas, un Lego à faire par exemple et puis basta. Ça dépend de lui, c'est lui qui décide. Ouais. C'est-à-dire que à contrario, s'il décide d'aller jouer au Lego et que c'est l'heure de manger, c'est pas la peine de l'appeler qu'un soir, il viendra pas manger, je vais manger toute seule. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pas. Pour moi, c'était inadmissible qu'il vienne pas quand je l'appelle. Donc, conflit. Maintenant, j'ai compris. Il est parti dans ses Legos. Et ça, c'est assez typique de l'Asperger, c'est-à-dire d'avoir un objectif, une chose à faire, de pas pouvoir l'arrêter. Et souvent, c'est une chose récurrente. Chaque personne Asperger a généralement une passion comme ça, qui domine tout le reste. C'est complètement inutile d'interrompre en fait. Ouais. Donc
Voilà, ça va être un emploi du temps adapté à lui, à ce que moi j'attends de lui, mais en évitant le conflit, en l'aidant, en lâchant ce que moi je fais et en acceptant que lui lâchera pas ce qu'il fait. Donc on vit comme ça, on est tous les deux, je m'adapte, je prends sur moi, mais s'il y a un grain de sable dans tout ça, ça vient tout casser. Ça peut casser le rythme s'il n'est pas au courant d'un changement, de quelqu'un qui passe, ou si moi je suis pas disponible. Parfois je suis fatiguée, parfois j'ai pas envie. Ça c'est compliqué. Et en fait, à chaque fois, ça va être un conflit. Et quand je dis un conflit, ça veut dire qu'il va hurler, il va tout casser, il va tout jeter, il va me hurler dessus, jusqu'à m'insulter, et ça peut durer un long moment. Là où il est en train de grandir, c'est que ça dure de moins en moins longtemps. Il va dans sa chambre, il se calme, il est même 2 fois venu s'excuser, c'est les 2 premières fois. Il est venu s'excuser. Alors évidemment, il s'excuse pas comme quelqu'un de normal, comme quelqu'un qui viendrait dire pardon, là je t'ai fait du mal, j'en ai conscience. Non, il vient s'excuser parce qu'il a appris ce code de devoir s'excuser, mais c'est très bien parce que c'est comme ça qu'il va devoir fonctionner. Donc il vient me voir, ok, là il y a eu un problème, ce que je t'ai dit ça va pas, donc je m'excuse. Mais sinon ça peut prendre des ampleurs qui sont quand même assez impressionnantes et puis qui moi à chaque fois vont me secouer, me fatiguer, c'est difficile pour moi de gérer, de prendre sur moi. Et donc parfois voilà, les soirées sont compliquées parce que c'est pareil, il n'a pas le code pour venir à table au moment où il faut manger et dire merci éventuellement et manger. Non, il va arriver, il va se plaindre d'un détail qui lui convient pas sur la table, sans prendre en compte ce qui lui convient, parce que c'est comme ça le fonctionnement, c'est de noter ce qui convient pas. Du coup, il faut savoir aussi que dans l'Asperger, il y a ce côté très égocentré, c'est-à-dire qu'on est hypersensible pour soi-même, mais pas vraiment autour de soi. Donc moi je suis sa chose en fait. Le soir, il va se coucher, il va estimer que je dois venir lui lire un livre, il lâchera pas, je dois venir lui lire un livre, même si moi je suis au bord de l'épuisement, que j'ai qu'une envie, c'est de dormir, il prendra pas ça en considération. Oui, il se rend pas compte de toi, ton état émotionnel. Voilà. Il estime à ce moment-là que pour lui, ça doit se passer comme ça, mais que pour moi, peu importe. Donc en fin de journée, moi je suis vidée en fait. Parce que, logique. Voilà. J'ai pris sur moi émotionnellement, j'ai pris sur moi pour gérer, pour éviter les conflits. Je dois l'aider dans chacune de ses tâches parce qu'il faut vraiment que ce soit par séquence en fait. Il ne peut pas faire plusieurs tâches d'un coup. On ne peut pas lui donner des habits, s'habiller, puis lui dire et après tu te brosses les dents, etc. Non, il faut être à côté, il faut lui dire quoi faire à chaque fois, pareil pour les devoirs, etc. Donc moi, tout ce que j'ai à faire moi, pour moi, c'est mis de côté totalement. Fin de journée, je suis fatiguée. Pour un peu qu'il ait fait une crise de colère, là je suis complètement vidée. Voilà, ça c'est vraiment la journée avec les côtés types et puis compliqués avec les points négatifs, mais c'est assez récurrent, ça se passe souvent comme ça. C'est-à-dire qu'après malheureusement, les petits moments de joie, les petits moments où on va blaguer, lire un livre, etc., à ce moment-là, moi je suis fatiguée, j'ai envie d'être toute seule, et c'est compliqué. Quand il veut jouer avec moi, parfois j'ai pas envie parce que j'en peux plus. C'est ce qui complique le quotidien, c'est ce qui le rend parfois un petit peu triste en fait. C'est ce côté-là où avant le diagnostic je me disais mais c'est quoi mon problème, pourquoi j'ai pas envie de passer du temps avec mon fils. En fait c'est juste que j'étais épuisée et ça maintenant je me le pardonne depuis que j'ai le diagnostic. J'ai encore 2 petites questions. Qu'espères-tu de l'avenir vis-à-vis de l'autisme dans la société? Question très vague et très... Je me dis que ce serait pas mal qu'on sorte des clichés déjà parce que du coup voilà, c'est vrai qu'on a des images par rapport au handicap et on a des images par rapport à l'autisme. Il y a des clichés qu'on la vie dure. En fait, ce que j'aimerais qu'on comprenne globalement, c'est qu'un handicap, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément. Et qu'en fait, chaque personne a un vécu, un passé. Mais comme toi et moi, en fait, on peut avoir des réactions dans nos vies qui sont liées à notre enfance ou que sais-je. En fait, je pense que globalement, on a tort de juger des personnes sans imaginer que leurs réactions sont forcément liées à quelque chose. Ça peut être un trauma dans nos vies ou ça peut être un handicap, ça peut être tellement de choses que du coup c'est vrai que voilà, faudrait que je pense que les gens aient conscience de cette notion-là, du fait qu'on ne voit pas toujours les choses. Et voilà, la tolérance, mais globalement dans la vie en fait. La tolérance. C'est ça. Ouais.
pour ce qui est vraiment moi, dans mon cas précisément, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que tout ce que je fais, ça a un sens en fait pour moi. Jusqu'ici, à la fin, je commençais à me perdre justement. Est-ce que ça a un sens, toute cette bienveillance que j'ai voulu mettre en place, tout ce que j'ai fait toute seule? Le fait que j'avais l'impression de chercher la petite bête aussi, tu vois, en imaginant que mon fils avait un problème, j'avais l'impression que je cherchais quelque chose qui n'existait pas forcément. Que tout ça a un sens pour toi, tout ce que tu fais par rapport à ton fils. Oui, voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans mon éducation, je parle de l'éducation que j'ai avec mon fils, ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et si je lui mets pas une claque quand il me répond mal, je sais pourquoi. Et donc j'ai besoin de personne pour venir me dire qu'on élève les enfants à coups de claque. Parce que déjà, c'est ridicule. Enfin après, bon, c'est ma vision de l'éducation. Je trouve pas que ce soit utile pour n'importe quel enfant. Mais dans ce cas-là, voilà, la violence n'est pas une solution. Mais dans ce cas-là bien précis, je sais que ça va être pire qu'autre chose en fait. Je sais ce que je fais. Laissez-moi faire. Arrêtez de me dire ce que je dois faire parce que je sais ce que je fais et je pense que jusqu'ici je me suis pas montrée trop mauvaise. Les gens savent mieux que toi. Ouais, évidemment. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on apprenne à gérer. C'est qu'en fait, quand on voit un enfant faire une crise dehors et la réaction des parents, enfin, peut-être que là, on peut aller un petit peu plus loin dans sa tête et se dire, il y a peut-être une raison à ça en fait. Il faut peut-être pas juger comme ça. Et je pense que globalement, c'est quelque chose qu'on peut transposer à toutes les situations de la vie. Alors qu'au contraire, quand on voit un parent mettre une claque à son enfant, peut-être que c'est là le moment d'intervenir. Ouais. Et au contraire, personne ne le fait. Je pense que par rapport à l'autisme et par rapport à tous les handicaps, la clé, c'est la tolérance, la compréhension. Et puis, est-ce que comme ça, globalement, on n'irait pas vers la tolérance de toutes les atypies, quelles qu'elles soient en fait? Ça peut être tout. Dès qu'on sort de la norme. Voilà, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est face, je sais pas, à un adulte qui est dans la rue, qui croise ton enfant ou d'ailleurs un enfant ou un adulte, mais autiste, quel que soit l'autisme d'ailleurs, voire quelqu'un qui n'est pas forcément autiste, mais qui peut être même handicapé, ou enfin quelqu'un qui sort de la norme. Tu conseillerais quoi du coup ? Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que globalement, il faut prendre la personne telle qu'elle est dans sa globalité, en fait. Et je vois, avec l'autisme, la grosse différence qu'on va pouvoir rencontrer, vraiment, qui peut choquer les gens, c'est les codes sociaux. C'est vraiment ça, en fait. Et je comprends que ce soit difficile. On va être face à un adulte ou un enfant à qui on va offrir un cadeau qui va peut-être pas dire merci ou qui va le dire vraiment parce qu'on lui a dit qu'il fallait le faire. et je comprends que ce soit déroutant, en fait. Puisqu'on fonctionne pas comme ça. Ça peut être pris pour de la non-politesse. Voilà, c'est ça en fait. Cet enfant, il est mal élevé, il est ingrat. Et moi, la première, je me disais, mais mon enfant est ingrat en fait, parce que je lui fais un magnifique cadeau. Il s'en fiche, il me fait même des reproches. Donc, je comprends que ce soit compliqué, puisque ça l'est, même quand on est au courant, ça reste compliqué, c'est sûr. Mais voilà, je me dis qu'en fait, par rapport vraiment précisément à l'autisme... Parce que du coup, c'est le sujet. Voilà, de comprendre que les codes sociaux sont différents, en fait. Et de se retrouver face à une personne qui va avoir un visage un peu fermé, pas forcément d'expression, ou qui va pas savoir, parce qu'il y a des personnes autistes qui expliquent que même, par exemple, au téléphone, elles se forcent à faire toutes les, 20 secondes. Parce que c'est ce qu'on fait nous, en fait. Ouais. Mais que eux, ça, ils savent pas le faire au départ. Comprennent pas l'intérêt, pour eux ça leur parle pas. Et là, pour moi là, ce serait de faire comprendre aux gens que tous les codes sociaux pour un autiste, c'est des choses qu'il doit apprendre en fait, et qu'il faut pas le prendre pour soi, que c'est juste un fonctionnement différent. Mais on peut se retrouver face à une personne qui est autiste, qui n'a pas les codes sociaux, et on n'est pas au courant que cette personne est autiste. Donc il faut juste s'ouvrir à une ouverture d'esprit qui fait qu'on peut rencontrer des personnes qui fonctionnent pas comme nous, tout simplement. Et je voulais juste rajouter, est-ce que y a des gens qui s'étaient doutés qu'il était autiste ou qu'il avait une différence, je sais pas comment le dire, mais... Alors, oui, le problème c'est que je le découvre maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, quand il était vraiment petit, si j'avais ma cousine qui m'avait dit, écoute, moi il y a des caractéristiques qui me font penser à l'autisme.
Et puis c'était jamais allé vraiment plus loin parce que de tout ce que j'ai fait comme suivi ensuite, de toutes les personnes que j'ai vues, c'est jamais revenu en fait. C'est là aussi que c'est un combat, c'est que il a fallu fouiller quand même. Donc comme c'est jamais revenu, qu'on n'en a pas reparlé, qu'on me parlait énormément du haut potentiel et que ça se ressemble finalement, voilà, j'étais restée un peu là-dessus. Là, depuis que j'ai annoncé le diagnostic, ça fait 2 fois qu'on me dit oui, effectivement j'avais des doutes. J'y avais pensé. Et c'est vrai que moi, honnêtement, c'est quelque chose qui ça ne m'aurait pas gênée, et bien au contraire, qu'on me le dise. Ça t'aurait servi ? Ça m'aurait servi. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'il faut, je pense, que j'ai envie de dire aux gens, c'est que si on a des doutes, ou si ça ressemble à quelque chose qu'on a vu, ou si on est dans ce domaine-là et qu'on connaît un petit peu, etc., vous n'allez pas vexer forcément le parent, vous allez peut-être au contraire vraiment l'aider. Alors ça dépend des caractères de chacun, mais en général quand on est amis, c'est qu'on se connaît suffisamment et qu'on peut se parler. Donc ça peut valoir le coup de dire à la personne, écoute, j'ai une petite chose qui me travaille, je sens qu'il y a une atypie, il y a quelque chose. On n'est pas forcément obligé de dire autisme parce que parfois ça fait peur aux gens. C'est le mot, alors j'espère de moins en moins, mais c'est vrai que espérons de moins en moins, mais on peut dire... Il a des caractéristiques, ou même justement accompagner la personne. Écoute, dans ton quotidien, ça me semble être vraiment trop dur, et non, c'est pas normal, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. J'ai relevé 2-3 choses sur ton enfant qui me font penser à telle ou telle chose. Et en fait, moi, honnêtement, si on me dit ça, je vais y réfléchir en fait. Surtout que je travaillais dans le domaine du handicap, donc je suis vraiment pas une personne qui va oh mon Dieu, un handicap, non, certainement pas, quelle horreur, mon enfant est un monstre. Non, j'aurais tout à fait pu accepter et au contraire, justement, je me serais dit tiens, je vais regarder ce que c'est et voir si ça ressemble. Donc il faut pas avoir peur. Encore une fois, comme on disait, avec l'ouverture d'esprit vers le handicap et vers l'autisme, ça doit pas être un sujet tabou, ça doit pas être quelque chose qui coince dans les discussions, on doit pouvoir en parler. Moi, si on me demande telle ou telle réaction, encore aujourd'hui, si on me dit voilà, ça me fait penser à telle ou telle chose, je serais pas mal à l'aise de dire que c'est de l'autisme Asperger. Si jamais un jour je le fais pas ou que j'en parle pas, c'est parce que mon fils peut-être ne voudra pas, parce que lui par contre il a peut-être encore du chemin à faire à ce niveau-là. Ça le met encore un petit peu mal à l'aise qu'il y ait des rendez-vous chez le médecin, il a peut-être un petit peu l'impression d'être fou, d'être différent à un âge où on n'a pas toujours envie de l'être. Mais en tout cas, d'émettre ça aux parents, d'en parler, ça peut que les aider, s'ils sont suffisamment prêts à l'entendre. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que j'ai plus de questions. Non, je crois que c'est bon. C'était bon? Oui. Écoute, je te remercie. Avec plaisir. J'espère qu'on pourra refaire un épisode pour voir l'évolution, parce que c'est vrai que tu viens juste d'avoir ce diagnostic. Exactement. Et puis je te dis à bientôt. À très bientôt, merci. Et voilà, l'épisode du jour est terminé, j'en suis désolée. Ce fut un échange intense et captivant pour ma part. Aujourd'hui, Fanny continue son combat pour aider au mieux son fils à évoluer dans le monde qui l'entoure, et le chemin est encore bien long. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet www.sans-tabou-podcast.com, sur Instagram @sans-tabou-, ou bien par mail à sans-tabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.